Bon, allez, salut tout le monde. Ce petit webinaire était tout simplement, en fait, ça faisait un moment que je voulais le faire, parce que c'était lié à des annonces qui ont été faites au niveau des différentes mairies et enfin, des municipalités, par rapport à notre activité principale qui est la location saisonnière. Et donc, je me suis rendu compte que ce qu'ils ont fait sur Lyon, ils sont en train de le faire sur Bordeaux, sur la location saisonnière. Ils sont aussi en train de le mettre en place sur Marseille. Donc, ça veut dire que Toulouse va y arriver, Nantes va y arriver, Montpellier, en fait, toutes les grandes villes de plus de 200 000 habitants. Eh bien, ils vont passer à la moulinette. Et donc, il faudra prendre certaines précautions pour éviter de se retrouver en difficulté face à l'exploitation de ces biens en location saisonnière. Donc, pour en parler, moi, je me suis dit que c'était judicieux de faire appel à deux professionnels de l'immobilier, mais, mais dans deux domaines différents de l'immobilier. Donc, il y a Rémi qui va arriver tout à l'heure. Et toi, Eric, que j'ai rencontré, je crois que ça fait plus de 8 mois qu'on se connaît. En fait, on se connaît indirectement depuis beaucoup plus longtemps que ça, depuis Ouais, au moins 2, 3 ans, 2 ans. voilà, Parce que c'est tu ça. as acheté un appartement dans ton agence immobilière sans savoir que c'était toi qui étais le Voilà. proprio. Et en fait, voilà, c'est un de tes salariés à l'époque qui m'avait fait visiter le bien. Et comme par hasard, c'est l'appartement qui a la plus grosse rentabilité parce qu'il est quasiment en hypercentre. Et aujourd'hui, j'ai même une grosse plus-value dessus parce que on est passé, je crois, à 69, 70 000. Et aujourd'hui, les studios de cette superficie se vendent 90 000 euros dans cette résidence. En fait, Mm. c'est juste une folie en 2 ans. Donc, pourquoi j'ai voulu faire appel à toi? Parce qu'en fait, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es... Alors, je vais te laisser te présenter avant tout. C'est-à-dire nous dire c'est quoi ton job, c'est quoi ton parcours dans l'immobilier, est-ce que toi-même tu es investisseur et nous parler en fait comme on avait vu en off l'évolution pour toi du marché de l'immobilier en général et après sur un micro secteur comme Toulouse par rapport à la France. Et est-ce que tu penses que les évolutions ou si on est dans une bulle ou ce qui est en train de se passer, est-ce que ça va avoir une influence par la suite sur la location saisonnière? Moi, je ressens des changements euh, et je pense il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire pour éviter peut-être de se retrouver en difficulté à un moment donné. Donc voilà, je vais te laisser la parole et tu vas nous partager un petit peu ta vision de tout ça, quoi. Bah, écoute, merci David déjà de m'avoir invité, hein, parce que c'est vrai qu'on se côtoie un peu plus depuis quelques mois et je pense qu'on s'apprécie, parce qu'on a la même vision des choses. Et puis, je pense que c'est important de le souligner, surtout dans ces métiers d'argent. On partage des valeurs et une certaine déontologie dans la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, avec tous ces réseaux sociaux, est relativement rare. Mm. Voilà. Donc, je tenais quand même à te féliciter par rapport à ça. Alors moi, j'ai démarré dans l'immobilier sur Paris, en région parisienne, en 94. Donc, tu vois, ça fait déjà un paquet d'années. Je suis un peu plus âgé que toi. Et sur Toulouse, j'ai monté mon agence en 2002. Donc, ça fait 15 ans maintenant. D'accord. On a réalisé. Alors, notre marché, on s'est principalement dès le départ attaqué au marché des investisseurs. Donc moi, je traite parfaitement tout ce qui est investisseur. Euh, un peu moins ceux qui viennent me voir pour trouver la maison de leur rêve ou l'appartement pour y habiter. C'est un peu plus compliqué. Et en 15 ans, on a réalisé à peu près 1000 transactions sur Toulouse. Donc tu vois, ça commence à peser, quoi. Voilà. Et donc, tu me parlais de l'évolution de ce marché en 2016-2017. Il faut savoir que 2017 a été une année record euh, en termes à la fois de volume de vente, puisque en France, on a fait plus de 950 000 transactions, ce qui est énorme. Juste avant la crise des subprimes en 2008-2009, on était sur des volumes d'à peu près 870 000 ventes. D'accord. Donc c'est à la fois beaucoup sans l'être, puisqu'on n'a pas atteint les records qu'on aurait pu obtenir avec l'évolution tout simplement démographique. Hein. Pour moi, un vrai record, ça se serait situé à 1 million 100, 1 million 2 de transactions, probablement. Hein, la population a beaucoup augmenté depuis 10 ans. Euh,
Et là où c'est embêtant, c'est que il y a quelques années, on a permis aux investisseurs dont tu faisais partie déjà à l'époque et aux acquéreurs d'avoir une solvabilité très importante de par la baisse des taux. Donc il y a eu une création de pouvoir d'achat artificiel et malheureusement depuis 3 ans, ça a profité surtout à l'augmentation des prix. Voilà. Et c'est là le plus gros danger qu'on va avoir dans les années qui viennent dans l'investissement locatif. Il faut être extrêmement prudent aujourd'hui dans ses choix, parce que c'est pas normal effectivement qu'un bien puisse prendre 30-40% à l'espace de 2 ou 3 ans, hein, ce qui t'arrive, c'est maintenant, quand on compare avec la rentabilité elle peut que baisser, quoi. D'autant plus que si on se limite au secteur de la location saisonnière, ce marché qui était quasiment inexistant il y a 3-4 ans quand tu as démarré, hein, est devenu aujourd'hui extrêmement florissant puisque sur les dernières statistiques d'Airbnb, il y a à peu près presque 6000 logements Airbnb aujourd'hui sur Toulouse. Donc à un moment donné, ça va coincer. Ça va coincer et là tu le sais bien mieux que moi et je vois que tu rigoles. Et comme les personnes qui font du Airbnb soit ne sont pas véritablement des investisseurs dans l'âme et sont parfois très anxieux. Ça aussi, on le voit sur les réseaux sociaux. Quand ils louent pas, c'est la panique. Est-ce que ça appelle chez toi? Est-ce que ça appelle ailleurs, etc. Ces personnes-là ont, et ça, je fais une comparaison avec ce que l'on vit aussi actuellement sur les marchés financiers. On parle de comportement des investisseurs qui perturbent les marchés. Et c'est toujours pareil, tout le monde achète quand il faut pas, tout le monde vend quand il faut pas. Et c'est exactement pareil aujourd'hui dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a une similitude avec ce qu'on peut voir sur des marchés très spéculatifs que tu connais aussi bien que moi, par ailleurs. Donc c'est là le vrai danger, c'est que des personnes qui n'auront pas, comment dirais-je, la capacité financière de pouvoir s'adapter. Quand je dis s'adapter, c'est au niveau de la baisse des prix. Hein, parce qu'il faut être très clair, quand il y a trop d'offres, à un moment donné, on commence à le voir, on commence à avoir des nuitées aujourd'hui quasiment à 20 euros. Ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Hein, encore une fois, on commence à baisser les prix. Or, la stratégie Alors, gagnant, je vais juste oui, rebondir par rapport à ce que tu dis. On en a discuté, mon Dieu, je me rappelle plus, c'est quand on en a discuté dans le club des bailleurs et on était estomaqué, enfin, on est estomaqué de ce qui se passe sur Airbnb, quoi. oui, Il y a une guerre des prix à Toulouse. J'ai un Pierre qui a, je crois, 17 ou 18 appartes, qui me disait qu'il baissait le prix. Il fonctionne qu'avec Airbnb, qu'il avait baissé le prix de 30%. 30% pour des appartements qui sont à la rue de Gambetta, c'est-à-dire au Capitole, quoi. mm, Bon, moi, je me maintiens au-delà de 33-35 euros la nuit sans compter les frais de service. Mais, en fait, moi j'ai arrêté de fonctionner avec Airbnb, quoi. J'ai mm. arrêté parce que sinon, c'est plus rentable. Et il y a Virgile qui est en train d'intervenir et qui disait qu'il a aussi le cas à Lourdes. Et on en a discuté avec Virgile lors d'un coaching IMO où il me disait, mais David, j'ai un mec là qui loue à 19 euros la nuit des appartements de 25 mètres carrés, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Et donc, il ne sait pas comment se positionner et comment pouvoir rivaliser avec des gars comme ça, quoi. Oui. Donc, C'est, et c'est et c'est vraiment la... d'autant plus étonnant, puisque là aussi, ça va être dans ton jardin, que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de liberté financière, et qu'ils ont tout lâché. Ils ont lâché leur boulot, etc., pour certains, mais en partant d'une situation qui n'est pas celle que toi, tu as vécue. Toi, tu as vécu, déjà, tu as différentes sources de revenus, alors que beaucoup n'ont qu'une seule source de revenus. Et puis ensuite, le problème qu'il y a, c'est que toi, tu as acheté à une période de prix qui était très avantageuse. Aujourd'hui, le risque, et c'était ton questionnement de départ, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui achète un appartement 90 000 euros, avant qu'il le rentabilise, sur un marché avec des offres locatives qui sont importantes, où on a des prix à la nuitée qui baissent, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné il ne pourra plus tenir. Il pourra plus tenir. Donc, il va sortir de la location peut-être saisonnière ou de courte durée pour revenir sur de la location normale. Et là, la rentabilité, elle va être catastrophique. Elle va être catastrophique. Sur Toulouse, moi aujourd'hui, je dis aux clients, il ne faut pas acheter au-delà de 70 000 euros. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc entre 70 et 90 000, il y a quand même 20 000 euros d'écart. Avec des frais de notaire qui sont proportionnels aussi. Mais bon, il y a un tel engouement pour ça aujourd'hui que
on est sur une vraie bulle, hein, d'une manière générale. Et c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple si on prend, là on est en pleine période en ce moment de statistiques, hein. Tous les grands réseaux sont en train de publier leur chiffre d'affaires. On sent qu'on est à un moment très, très critique et que l'année 2018 va être compliquée au niveau des volumes de transactions parce qu'on sent tous, et Laurent Vimont le premier, qui est le président de Century 21, l'a annoncé ce matin, il y a une décélération du volume de vente depuis 6 mois qui est importante, qui est importante. Et pour ceux qui ont envie de regarder des statistiques très simples, il suffit d'aller sur Google Trends, Google Tendance, taper des mots-clés en disant achat immobilier, vente immobilier, et vous allez voir que les statistiques sont fortement à la baisse. Et ça anticipe tout le temps un retournement de marché. Il faut être très très clair. Le marché aujourd'hui en valeur, en prix, il est supérieur à 2009 qui a été déjà juste avant la crise des subprimes. Et ça reste vrai pour tous les actifs, j'ai envie de dire. La bourse est très très haut. Les marchés spéculatifs, forex et hausse sont très très hauts aujourd'hui. Et tout ça aujourd'hui est comment dirais-je, est traité par des gens qui n'ont pas un comportement d'investisseur et qui savent pas attendre, qui savent pas se positionner comme il faut. Tout le monde hyper réagit et réagit à contresens du marché à chaque fois. Voilà. Donc la vraie difficulté, comment dirais-je, dans les années qui viennent, il va falloir être très très vigilant. Et puis surtout, après, je pense que je laisserai la parole à Rémi, mais que on va aujourd'hui, la différence pour maintenir un niveau de prestation élevé, va se faire par l'intermédiaire de services de plus en plus importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le tout de faire un bel appartement, une belle décoration. Il va falloir rajouter des services, des services et des services. Et quand on regarde aujourd'hui les conciergeries, c'est ce qu'elles proposent, d'aller chercher les gens à l'aéroport, etc., etc. Demain, peut-être qu'il faudra s'occuper de presque louer les voitures chez Blablacar pour le compte de l'autre, enfin que sais-je. Donc tout reste encore à inventer. D'accord? Mais ça veut dire que si on ne propose pas davantage de services, les prix, ceux qui auront une offre sec, ça sera comme, comment dirais-je, dans le tourisme avec les low cost. Il y a celui qui voyage sur Ryanair et puis il y a celui qui voyage encore en business class sur Air France. Voilà, c'est tout. Hein. Et donc le marché de la location saisonnière risque d'aller dans ce sens-là, enfin à mon sens, dans les années qui viennent. Alors, il y a ceux qui auront été malins, qui ont acheté au prix du marché sans se précipiter, puis ceux qui auront cru dans la bonne parole d'un certain nombre de gourous, d'experts qui s'autoproclament et qu'on voit sur Internet tous les jours, et qui, quand on leur demande des chiffres, ne produisent rien, hein, ne produisent rien, et qui en plus entraînent les gens souvent dans l'illégalité parce que ces gens ne payent pas les taxes de séjour, ne sont pas déclarés, etc., etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir un double effet. Hein, il va y avoir une problématique de location et puis une problématique fiscale aussi. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Hein. Voilà. Alors, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, avec Rémi, en fait, je pense que Rémi, c'est l'une des personnes avec qui je passe le plus de temps à discuter immobilier. Et en fait, la dernière discussion qu'on a eue, je crois que c'était avant-hier, un truc comme ça, où on parlait en fait des services qu'on a rajoutés. Bon, je ne vais pas en parler ici, mais moi, j'ai rajouté des services. Je crois que j'en ai même parlé à Virgile lors du coaching, mais j'ai rajouté des services qui coûtent pas cher, mais qui ont donné une impulsion à la location de mes appartements et qui m'ont permis de continuer à remplir mon appartement. Mais des trucs tout cons, mais c'est parce que les gens ont besoin de quand ils vont dans nos appartements, ils veulent vraiment avoir l'impression d'être chez eux. Et ça nous oblige en fait de mettre des prestations qui font comme s'ils sont chez eux, quoi. Il faut penser à l'enceinte Bluetooth, machin. Il faut penser à plein de choses. Le truc de voiture, ben, j'y ai déjà pensé. J'y ai déjà pensé. Je suis en train de faire des partenariats avec des gars de Uber pour pouvoir offrir ça en plus comme service. Et je suis persuadé que si ceux qui ne le font pas, ou ceux qui... Alors, après, il y a une catégorie de personnes qui, eux, ils délèguent tout. Ils veulent plus rien savoir de tout ça, ils délèguent tout. Et du coup, ils ne peuvent pas réagir, ils n'ont pas la vision de l'évolution qu'on doit faire. Moi, alors certains se foutent de ma gueule, ils me disent, ouais, tu bosses plus à l'hôpital, mais tu continues à faire un peu de ménage dans tes appartements. Eh ben, je le fais tout simplement parce que le fait de voir ce qui se passe, d'avoir le retour des clients, le fait de prendre de leurs nouvelles, mais ce n'est pas juste leur envoyer un formulaire, un truc comme ça, de voir ce qui se passe, ben, ça me permet d'avoir un trait d'avance
et de me dire, voilà, il faut que dans les mois à venir, il faut que je pense à ça. Mmh. Voilà. Alors, Et puis, si tu veux, vas-y. le danger, pour finir sur le danger au-delà des prix, etc., et du positionnement marketing, hein, de savoir ce qu'on offre comme l'offre produit-service, le vrai danger pour ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est que ils n'ont pas de clients. Toi, tu peux déjà commencer à travailler sur de la fidélisation client Ah, si mais tu as moi, mis c'est en ça. 30% de voilà, mes clients, c'est des clients qui exactement. reviennent. C'est des clients Et qui puis, reviennent et en direct. deuxièmement, parce que je crois que tu en as déjà parlé dans un post, c'est que il faut se rendre totalement indépendant des plateformes. Et le problème, c'est que quelqu'un qui démarre, bah, il a besoin de Booking et d'Airbnb, Ben oui. d'accord? Alors que quelqu'un qui a déjà 3 ou 4 ans d'activité, il peut avoir son propre site de réservation, etc. Et ça, tu le sais très bien comme moi, que l'ubérisation aujourd'hui, et donc la création de ces plateformes, le grand danger, c'est que demain, ces plateformes te foutent dehors. Parce que tu as un mauvais avis client, et ces plateformes, et on le voit bien aujourd'hui, Mais certains ça arrive râlent. déjà, ça arrive déjà, Eric, hein. Ça arrive Mais déjà. bien Moi, sûr, sur Airbnb, mes appartements, ils étaient restés fermés 2 semaines. Parce que, oui. excuse-moi Et l'expression, je vais te dire, un bâtard m'a moi, foutu un faux mauvais commentaire et ça a tué mon business, quoi. exactement. Et c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et ça, malheureusement, on a des connaissances communes que tu connais qui font de la formation aujourd'hui, qui n'arrêtent pas de s'échiner contre Booking, etc. Ça sert à rien. Et d'allumer le feu sur les réseaux sociaux. De toute façon, Booking, c'est une multinationale. Donc, c'est pas parce qu'il y a un petit gars à Toulouse qui va râler qu'ils vont changer tous les process. Et dernière chose, ils sont là pour satisfaire le client. Leurs fournisseurs, ils n'en ont rien à faire. Et ça, on peut faire le parallèle avec les gens qui vendent sur Amazon ou eBay ou toutes les plateformes qui existent au monde. Hein. C'est pareil pour Uber, etc. Et c'est le problème aujourd'hui de notre société, c'est qu'on est de plus en plus dépendant de toutes ces plateformes et qu'il y a ceux qui vont le comprendre et qui vont tout mettre en œuvre pour rester indépendants et ceux qui ne pourront pas le faire. Voilà. Ouais. De toute façon, Voilà. pour aller plus loin, les prochains projets de Airbnb, et c'est déjà en train de se faire, ils sont en train de se construire leur propre Bien appartement. sûr. Bien sûr. Bien Ils sûr. sont en train de construire leur propre Bien sûr. appartement. Mais écoute, Bien je sûr. te remercie. Tout à l'heure, on fera encore le point tout à l'heure par rapport à ça. Il y a Euh, Rémi qui est arrivé, je crois. ouais, Vous il y a, m'entendez? Ouais. il y a Rémi qui est Super. là, là. Allez, je Vous vais. m'entendez ou pas? Ouais, c'est Oui. bon, il n'y a pas de souci, poulet. Ouais. Ouais, c'est bon, pas de souci, vous me voyez, je sais pas trop comment Oui, vous oui, on te verrez. voit. Alors, je vais Ah, super. épingler la vidéo. On te voit dans la voiture. Donc, ben, Rémi, je te remercie d'être là. Je te remercie d'être là. Donc, Rémi, c'est quelqu'un que je connais depuis. Pourtant, on se connaît depuis quoi? 3 ans? 4 ans? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais, 4 ans. ouais, 3 ans, Et ouais, en fait, tu avais acheté à l'époque une formation, un coaching, je ne me rappelle plus. Et tu démarrais en fait dans la location saisonnière. Je crois que tu avais un appart ou un appartement divisé en deux. Je me rappelle ouais, même. alors après, j'en ai acheté un. Si tu veux, j'avais acheté d'abord un studio à l'époque. Ouais, c'était pour me faire la main. Et ça va, on m'entend vraiment bien, pas de Ouais, voix c'est bon, c'est bizarre. bon. Ouais, c'est Je suis bon. un peu fatigué, désolé, j'ai une journée là. Euh, J'aurais un appart là, le dernier appart de ma femme, la plus jamais là, je vais me prendre de fou, laisse tomber. Oui, j'avais acheté un premier studio, puis c'est comme ça que je t'avais contacté. Puis bon, voilà, on a C'était fait quoi en connaissance. 2013? 2012, 2013? Non, non, pas 2013, non, 2000, on est en 2017, Ça fait ouais, 2 ans. début 2015, début Ouais, ça fait 2015, 2 ans. vraiment le début, Ok. parce que j'avais commencé à m'intéresser immobilier en fin 2014, donc ouais, ça doit être D'accord. 2015, Ok. début 2015, Alors, j'aurais dit. juste pour qu'on ne parte pas dans tous les sens, est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu faisais comme boulot, ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi ton parc immobilier et pourquoi tu en es arrivé à faire de la location saisonnière? Et après, je voudrais que tu interviennes parce que tu es vachement calé du point de vue comptabilité, social, un petit peu aussi fiscal. Et je voudrais que tu réagisses par rapport à l'annonce de la mairie de Lyon qui a décidé d'appliquer en fait les règles sur les villes de plus de 200 000 habitants par rapport aux différents propriétaires. Ça sera à partir de février, en plus, ça sera à partir de février, ceux qui seront propriétaires d'un appartement en location saisonnière. Donc voilà, je te laisse te présenter et suivre le fil de ce que tu voulais partager avec nous en fait. Bah donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Rémi, voilà, donc je suis investisseur, moi j'investis à Dijon, je fais de la location courte durée, je ne fais que ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus rentable et ce qui me permet d'atteindre mes objectifs le plus vite possible. Moi, pour faire simple, à la base, voilà, je suis comptable, donc j'habite Dijon, je bossais à Paris, je me tapais à peu près
4 heures de transport par jour, quand tout se passait bien, on évitera la SNCF, hein, voilà, qui peut avoir des retards, beaucoup, souvent d'ailleurs. Donc en gros, si vous voulez, voilà, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier très rapidement. Comme tout le monde, je voulais acheter ma résidence principale. Et par curiosité, j'ai commencé à poser des chiffres tout simplement sur le papier. Je me dis, purée, mais par rapport à de la location, une résidence principale, ça coûte très cher. Et donc, je me suis très rapidement posé la question de l'immobilier, voilà, certains en vivent. Et je me suis posé la question suivante, il y a ceux qui en vivent, je me suis dit, mais ils sont pas tous fortunés de base, ils sont pas tous blindés à l'origine. Et je me suis dit, il doit bien y avoir un ou deux Bill Gates. Et comment ils ont fait en m'enseignant, bref, j'ai appris l'autofinancement bancaire. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on pouvait voilà, enchaîner plus ou moins les appartements dans dans une courte période. Et donc générer un effet de levier par rapport à ça. Et donc après, moi, j'ai choisi la location de courte durée. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis fixé l'objectif à l'époque de virer mon boss en moins d'un an, enfin, en un an maximum. Je l'ai fait en 11 mois. Je suis très content. Bon, attention, hein, ça peut être beau comme ça, mais j'en ai chié, hein, faut pas croire. Voilà, l'immobilier, c'est très bien. En effet, Eric en parlait, ouais, des formateurs. Oui, l'immobilier, c'est beau, tout ça. Mais il y a des risques. Bon, personnellement, j'ai pris une pilule à 50 000 balles. Voilà, je sais pas encore. J'ai failli finir SDF, oui, je le dis, hein, je pèse mes mots quand je dis que j'ai failli finir SDF, hein, d'une certaine façon. Voilà, c'est le cas. J'ai réussi à m'en sortir. Là, je commence enfin seulement au bout de 3 ans, vraiment, on va dire, à sortir la tête de l'eau. Donc c'est possible, voilà, de vivre de ses loyers. J'ai aujourd'hui un parc d'une dizaine d'appartements, donc moi j'en ai 7 personnellement avec ma femme que j'ai réussi à initier à l'immobilier. Elle en a 3. Voilà, donc j'en gère voilà, une dizaine, hein, parce que bon, elle par contre, elle est vraiment entre guillemets rentière entre guillemets dans l'âme, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de tout. Hein, c'est bébé, tu t'occupes de tout, moi j'encaisse. Elle est très calée là-dessus. Voilà. Donc, ouais, je commence seulement voilà, au bout de 3 ans, parce que j'ai pris une petite pilule, enfin une petite bonne pilule, à sortir la tête de l'eau. Mais en tout cas, Alors, est-ce que en tu un peux an, nous dire, est-ce que tu peux nous dans 2-3 minutes ta pilule de 50 000 parce que je pense que tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé bah, en deux tout minutes? simplement. Qu'est-ce que tu as décidé de Ouais. faire pour Bah, moi, si tu veux, en accélérer fait, le départ de ton taf? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? si tu veux, voilà, moi concrètement, mon objectif c'était 2 000 € net, enfin ce que je gagnais à l'époque hein, en tant que comptable, voilà, donc j'ai quitté mon job hein, c'était il y a 2 ans, bah, bientôt 2 ans, au mois de mars, et donc mon objectif c'était 2 000 € net, voilà, net après impôt, voilà. Donc j'ai acheté un premier bien, le premier studio, après j'ai acheté un deuxième bien que j'ai divisé en deux, c'était un 70 mètres carrés que j'ai découpé en deux, ça m'en faisait trois, et en parallèle, si tu veux, pour assurer le coup, j'ai acheté un bâtiment où en principe je devais avoir 7 appartements. Et voilà, en gros, si tu veux, cet entrepreneur, donc j'ai toujours pris le même à la base. Donc il m'a fait le premier, pas de problème. Le deuxième, un petit peu, voilà, il y avait un peu de retard, enfin un peu de retard quand même, on va dire, il m'avait annoncé un mois et demi de travaux, il y a eu 3 mois, donc le double. Et sur le bâtiment, sur le petit immeuble, donc là, c'est parti totalement en couille. Enfin bon, bref, j'étais en procès avec lui, et tout, j'ai essayé de récupérer mon, mais laisse tomber, il a une bonne avocate. Enfin, j'ai pas le détail. Bref, un escroc, le mec, il avait déjà des dettes RSI sur le cul, mais j'ai appris ça seulement après coup, tu vois, malheureusement. Et donc, ouais, au final, si tu veux, j'ai pris une pilule à 50 000, quoi. C'est-à-dire, ben, faisant confiance, ne faites jamais confiance. Hein, un conseil, payez toujours à la fin, le plus tard possible. C'est un de mes conseils. C'est voilà, c'est le mec ne paye jamais d'avance, sauf s'il est gentil, il vous met en confiance. Non, il fait une fois, ensuite vous payez, parce que sinon après, je peux vous assurer que vous mettez des mois, vous galérez, et des semaines et des semaines et des semaines comment dirais-je, à mal dormir, vous dire putain, Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars, en fait, tu avais un entrepreneur, ouais, il devait faire les travaux, tu l'as payé des avances, et en fait, il n'a c'est pas. ça, voilà. Et il a pas fait, en fait, si tu veux, il faisait genre, il faisait, mais voilà, en fait, c'était que du cache-misère. Hein. Moi, après, en termes de travaux, je suis pas non plus à la base expert. Hein. Donc, ouais, je fais quand même assez confiance. J'aurais jamais dû, tout simplement. Euh, donc voilà, donc si tu veux, ce mec-là finalement, mais je suis pas le seul, hein, il a entubé une bonne dizaine, hein, dont des notaires sur Dijon, enfin un notaire notamment sur Dijon, un architecte d'intérieur, voilà, il a buffé tout le monde. Enfin bon, le mec, bon, il avait déjà un passif, hein, il avait déjà escroqué. J'étais allé au hasard, aller au tribunal, il était convoqué à une audience, je l'ai appelé. Et genre, il avait escroqué à peu près pas loin de 2000 personnes, une petite vieille, il avait escroqué 3 fois de suite, je sais plus quoi, les montants, D'accord, 5 ok. euros,
D'accord. Voilà. Aujourd'hui, l'immeuble est terminé, c'est bon? Ouais, elle est finie, c'est bon. Donc, j'ai réussi quand même à m'en débarrasser. J'ai repris une société sérieuse que j'ai financée de ma poche. Toutes mes économies sont passées. Et maintenant, c'est bon, c'est fini. Donc, sur les 7, par contre, il n'y en a plus que 4 exploitables avec un cinquième voilà, qui reste à faire. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'en ai 4 exploitables et c'est ce qui va me permettre de manger là, à partir de maintenant, quoi. J'ai commencé à louer là début du mois et ça rentre progressivement. Donc, je suis content. D'accord. On Donc, est chié, mais voilà, tout va bien. donc, pour revenir à ce qui s'est Au passé, sujet. voilà, ce qui s'est passé. Oui, vas-y, tu voulais dire un truc? Non, non, mais c'était au sujet après, par rapport Voilà, à la location courte durée. donc on a eu une petite annonce là au niveau de la municipalité de Lyon, où je sais qu'il y a pas mal d'investisseurs, dont mon ami Jean Baudin. Bon, après, ce qui se passe, c'est que c'est pas rétroactif, Dieu merci, mais toutes les Ouais, personnes qui ont signé un compromis de vente et qui doivent signer un acte authentique après le mois de février, eh bien, s'ils ont un bien de plus de 60 mètres carrés qu'ils avaient décidé de faire de la location saisonnière dedans, ben, Rémi va vous expliquer ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer sur toutes les grandes villes de 200 000 habitants aujourd'hui, quoi. ouais, alors, à la base, tout ça, il faut partir du point d'origine. À la base, c'est Paris. Parce que la location courte durée, bon, c'est une super stratégie. Sauf que, comme disait Eric, moi, je pense que dans le temps, c'est une stratégie, en fait, que je trouve tellement fumée. Et moi, je suis comptable de formation, hein. Déjà, quand je vois le régime fiscal immobilier, je trouve ça complètement fumé. Et alors, couplé à la location de courte durée qui permet vraiment d'optimiser au maximum l'effet comptable et enfin, surtout fiscal au final, ouais, je peux comprendre que, voilà, que nos chers gouvernants, voilà, M. Macron ou autres, hein, bref, peu importe, reste Hollande avant, peu importe, veulent voilà, leur part du gâteau. Et tout a commencé avec Paris, c'est que au final, la location courte durée, donc c'est bien au départ, mais en fait, il y a des gens bah, un peu comme nous, hein, voilà, qui au final veulent se constituer des petits empires. Et le problème, bah, quand il y en a un ou deux, ça va. Quand il commence à y en avoir 100, plusieurs centaines, ça commence à être problématique. Ce qui fait qu'il y a des quartiers, par exemple à la base comme à Paris, 80% du quartier du Marais, aujourd'hui, c'est de la location courte durée. Donc je peux comprendre que la mairie de Paris réagisse et disent ouais, attendez les gars, faire de la location courte durée, nous on est contents, ça mène de tourisme, mais au bout d'un moment, voilà, si ça empiète sur les locations classiques, stop. Voilà. Donc mettre le là, et en gros, quelle est la meilleure façon de mettre le là? C'est en gros créer des surfaces de compensation. C'est-à-dire, vous achetez un appartement d'habitation, vous voulez mettre en location, courte durée, bah, la mairie, en gros, vous oblige, légalement parlant, à, comment à convertir une surface équivalente commerciale en habitation. Voilà, c'est-à-dire qu'au final, pour la mairie de Paris, en gros, c'est du business. Voilà, c'est vous faites la location courte durée, c'est du commercial. En tout cas, ils font tout pour vous y contraindre. Et progressivement, moi, c'est ce que je remarque, c'est que bah, ça se répand. Alors déjà, c'était à Strasbourg. J'avais entendu Strasbourg, voilà, que pareil, ils avaient mis en place des surfaces de compensation. Alors, j'ai pas regardé dans le détail, mais bon, voilà, ça suit la logique parisienne. Maintenant, Lyon, bah, il commence, voilà, comme disait David, depuis février, voilà, tout compromis signé, enfin, toute vente signée après le 1er février. Bah, alors, sur des biens, par contre, alors c'est un petit peu plus allégé, souple sur Lyon, c'est tous bien supérieurs à 60 mètres carrés. Vous allez être en fait, vous allez être soumis à compensation. Voilà. Pour un particulier, si vous êtes par contre professionnel, si vous exercez sous SCI ou une autre société commerciale, peu importe que c'est dès le premier mètre carré. Donc en gros, si vous voulez, voilà, Lyon commence à brider un peu la location de courte durée pour en fait, si vous voulez, tout simplement réduire le nombre d'entrants. Voilà, comment dirais-je, limiter le prix, voilà, c'est réduire, en fait, c'est contraindre à l'entrée les nouveaux acquéreurs. Et tout simplement pourquoi? Parce que bah, je pense qu'à Lyon, commence à y en avoir trop, quoi. Donc la mairie progressivement va brider, va brider. Donc là, donc l'avantage pour ceux qui ont des biens déjà existants, en général, les lois ne sont pas rétroactives, donc ils seront conservés. Mais pour les nouveaux, bah, voilà, en gros, quand vous achetez, je pense, sur Lyon, un bien de 60 mètres carrés pour de la location courte durée, il faut être clair et net, c'est que vous voulez le diviser officiellement ou officieusement, bon, ça c'est un autre débat, et pour en faire plusieurs petits appartements et ensuite les louer en location courte durée. Et autant dire que bah là, c'est plus possible, quoi. Donc en gros, ce qui va se passer, moi, à mon sens, hein, ça restreint d'un côté, mais ça crée des opportunités et dont disait Eric tout à l'heure aussi un peu des effets de bulle. C'est que moi, je pense sur Lyon, puis après, il y a aussi Bordeaux bon, qui s'y met je crois d'ici un mois ou deux. C'est que ça va créer un peu des bulles. C'est le mois de mars aussi. Ouais, il me semble bien. C'est ce que j'avais lu là dernièrement, là, il y a quelques jours, quelque chose comme ça.
Mais au final, ce qui va se passer, bah, c'est que là, en ce moment, moi, même à Dijon, je le vois, hein, je vois tout le monde, les mecs achètent, ouais, la location courte durée, c'est cheaté, c'est fumé, ça détruit tout. Mais les mecs, ils vont se retrouver. Et puis je les vois, hein, les mecs, ils achètent des biens hyper centres et tout, des trucs à top emplacement. Moi, quand je vois les prix de ces biens-là, ouais, ok, d'accord, c'est bien placé, c'est un fait. Mais les gars, vous surpayez vos biens, quoi. Enfin, pour moi, c'est clairement surpayé, quoi. Donc, ce qui va arriver, c'est que le jour, en fait, où ça va arriver, parce que là, ce qui se passe, tout ce qui est là actuellement, ce qui se passe à Lyon, Bordeaux, Paris, pour moi, de mon point de vue, ça va se répandre partout, progressivement, mais ça va y venir. Donc, moi, je regarde ce que je te disais, David, il y a quelques jours, c'est que je regarde, moi, Toulouse. Le jour où vous, Toulouse, vous allez y passer, moi, je me dis raisonnablement, ah, ça a coupé. Allô, allô? Ah, Non, non, c'est bon, hein, on t'entend. Hein. tu Allô, allô? m'entends? D'accord, non, parce que Oui, oui, c'est bon. ouais, moi, j'ai plus d'écran. Vous me voyez encore? Moi, Oui, j'ai c'est plus bon. d'écran de collègue. C'est bon, c'est Ok, bon. d'accord. Donc, moi, donc je disais, donc, ce que je te disais, David, de tout à l'heure, enfin, il y a quelques jours, c'est que le jour où vous, tous, vous allez y passer, moi, je sais que Dijon, voilà, c'est qu'en gros, les villes de 200 000 habitants, ils y seront passés. Et après, bon, forcément, les petites villes inférieures à 200 000 habitants, dont Dijon, par exemple, vont y passer. Aussi, je pense, dans les 2 à 3 ans qui vont suivre. D'ailleurs, moi-même, bon, je dialogue assez régulièrement avec la personne qui gère les meublés de tourisme à Dijon. Et déjà, il me parlait, la dernière fois que je l'ai eu, c'était quoi, il y a à peu près un mois et demi, il me parlait déjà de, voilà, oui, on va faire les enregistrements, on va faire un listing, chaque meublé de tourisme aura son numéro, un peu comme à Paris. Donc, en gros, ils vont suivre la logique parisienne, et progressivement, voilà, ça va se brider, quoi. La logique de tout ça, en fait, qu'est-ce que ces gens veulent faire? C'est limiter les entrées et à côté de ça aussi, avoir un meilleur contrôle au niveau des taxes de séjour, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font ça de façon illégale, hein, donc en gros, ils grattent la taxe de séjour et c'est une perte en effet pour la commune, bon, je peux comprendre. Et là, à côté de ça aussi, au niveau de l'État, si vous voulez, c'est qu'ils voilà, ils veulent inciter pour eux, voilà, pour l'État, en gros, ça reste une activité commerciale et voilà, ils veulent faire en sorte que les gens qui font ça se mettent en société pour rentrer en gros dans un régime de société de droit, enfin voilà, style SAS, voilà, et rentrer dans le régime à l'IS classique et qui est, à mon sens, quand on démarre en tout cas, qui est pas le voilà, qui est pas le régime fiscal le plus fumé quoi. C'est pour moi la mise en société c'est une finalité et non pas un commencement. On va pas forcément se mettre en société, sauf qu'à vraiment très précis, d'un point de vue fiscal, hein, sauf qu'à vraiment très précis, on se met pas en société dès le départ quoi. Ça c'est plus à la fin pour bénéficier d'un deuxième effet de levier et pas en aucun cas au début quoi. Voilà, voilà. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe à Lyon. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, peut-être, hein, après, je n'aime pas prédire l'avenir, mais bon, d'un point de vue logique, ce qui peut se passer à Lyon, c'est qu'ils vont brider les 60, enfin, au-delà de 60 mètres carrés. Donc, en gros, pour faire de la location de courte durée en tant que particulier, il va falloir vous acheter des petites surfaces. Donc, ce qui va se passer, les prix des petites surfaces vont grimper, sachant que déjà, bon, Lyon, à mon avis, c'est une ville, ça reste quand même une ville attractive. Donc, les prix des petites surfaces doivent déjà, à la vente, doivent déjà être bien élevés. Ça va créer une sorte un peu de bulle et ouais, en fait, les gens croyant qu'ils vont gagner au final de l'argent vont surpayer les biens et le jour où peut-être, après, je sais pas, je prédis une possibilité. Bon, en général, c'est pas rétroactif, mais on n'est pas non plus à l'abri que la mairie de Lyon, par exemple, bah, les gars, maintenant, il y a 20 ans, bah, vous avez l'obligation de faire une surface de compensation ou de vous mettre en société. Voilà, genre, voilà, on peut pas savoir. Moi, en tout cas, voilà, pour moi, il va y avoir, en tout cas, sur l'aspect vente, une spéculation. Les marchands de biens vont se régaler, les agents immobiliers potentiellement. En tout cas, et puis ils vont jouer là-dessus. Ouais, mais à Lyon, vous pouvez faire de la location classique, mais aussi surtout de la courte durée. Regardez, votre rendement, il va pas être de fait 5, 6, ils vont peut-être annoncer 15%. Alors que 15% en location courte durée, c'est bidon, quoi. Enfin, 15% brut, hein, je parle en brut, là, pour le coup. 15% brut en location courte durée, c'est bidon, c'est nul quoi. Si vous êtes pas au-dessus de 20, c'est qu'il y a un problème quoi. Voilà. Ouais. Rémi, tu m'entends? Oui, Oui, si je peux intervenir, tu as parfaitement raison, parce que dans l'immobilier, depuis que l'immobilier existe, les meilleures affaires, elles se font pas sur le ah, bien sûr. marché. Hein. Bien sûr, Oui,
elles se font à l'achat et elles se font pas sur le marché. Et elles se font entre professionnels, marchands de biens ou autres prescripteurs. Et le problème, si tu veux, des réseaux sociaux et de ce qui s'est passé sur ce marché et qui est en train de se reproduire sur tous les marchés où il y a des Skype, des scams, des hypes, etc. C'est que Alors, j'ai un petit souci de diffuse connexion. trop vite Ça coupe. l'information. Ce qui fait qu'immédiatement, dans le temps. Euh, Allô? ouais, il y a un Oui. petit souci de connexion. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra. Je vous invite aussi à couper la caméra pour qu'on ait un petit peu plus de bande passante pour que le son puisse passer correctement. OK? Allez, vas-y, c'est bon. Vas-y, reprends de ce que tu disais là, donc par rapport aux réseaux sociaux. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les marchés s'emballent trop vite. Parce qu'on ne laisse plus le temps au marché. Et ça, c'est quand on fait du marketing, on apprend ce que c'est que le cycle de vie d'un marché. Un marché, ça démarre, ensuite ça se développe, ensuite ça se stabilise, et ensuite ça se casse la figure ou ça redémarre pour un nouveau cycle. Le problème aujourd'hui, c'est que tout va trop vite. Et que on a tué le marché de la location courte durée dans l'œuf. Ce marché il se serait développé sur 10 ou 15 ans, comme c'était le cas avant qu'il y ait Internet, sur tous les marchés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et là, on va avoir un retour de bâton. Et donc, la spéculation naît de cette rapidité d'évolution du marché, elle naît de la diffusion sur Internet très rapide de toutes ces opportunités. Mais l'opportunité, une fois qu'elle est sur Internet, c'est Et- malheureusement, Eric, on a un petit souci de, c'est une expression un petit souci de son, Eric. que tu connais, David, qui sont allés creuser, c'est tous ceux qui ont vendu des. Euh, et aujourd'hui, ouais, Ok, vas-y. On avait un petit ouais, problème de son là attends, pendant 10 secondes. je vais Vas-y. voir si je peux comment. Je vais couper la clé. Non, mais c'est bon, vas-y. Alors, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, David. Ok, d'accord. Allô? Vas-y, Oui, Eric. tu m'entends? Vas-y, Eric. Oui, oui, oui. Allô? Allô? On a un problème de connexion. Je sais pas. T'es en Wi-Fi? Oui. Euh, rétablir le micro, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Ouais, vas-y, parle. Est-ce que ça va mieux? Ouais, moi je t'entends Est-ce mieux. que vous m'entendez? Ouais, ouais, c'est mieux. Oui, ça va mieux? Ok, En tout vas-y. cas, pour l'instant. Alors, ce que je te disais, si tu veux, c'est que tous les marchés, il y a, il y a, il y a toujours quatre Ça passe pas le cycles. son. Eric, ça passe pas le son. C'est-à-dire qu'un marché, il démarre, un Eric, marché, il se développe, un marché se stabilise, et soit il se casse la figure, soit il redémarre. Et dans le temps, ça passe pas. non, Bon, Eric. bah Ouais, écoute, me ça passe reconnecter. pas. Tu sais ce que tu fais? Ah merde. Bon, c'est pas grave. On va le reprendre tout à l'heure. Eric, on va le reprendre tout à l'heure. Il va revenir. Donc, du coup, Rémi, Ouais. selon toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un qui veut se lancer dans la location saisonnière. Alors, on va prendre deux cas de figure. Le gars qui y est déjà, le gars qui y est déjà, Alors, qu'est-ce qu'il doit ouais. faire? Et le gars qui débute. Et le gars qui Vraiment. débute. Voilà. Ok. Alors, en fait, tout simplement, je vais prendre le gars qui débute parce qu'après, le gars qui, en fait, si tu veux, le gars qui est déjà en cours, lui, bon, il a déjà un peu d'avance. Voilà. Donc, techniquement, c'est pas, en gros, celui qui débute aura toujours un peu de retard à celui qui a déjà commencé. Euh, donc, celui qui a commencé va faire les choses avant celui qui débute, mais ça reste la même logique. Moi, à mon avis, la location courte durée, ah, attention, je mets un bémol, je n'ai pas vocation à prédire l'avenir. Oui, oui, Moi, oui, c'est juste une oui. projection Projection. potentielle. Voilà. Mais je ne prédis pas l'avenir. Bon, mais de ce que je peux voir, voilà, moi, c'est clairement ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, voilà, l'État, les communes vont avoir tendance à vouloir en fait que les gens, enfin voilà, que les particuliers potentiels actuels
se professionnalise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros se mettre en société, tout simplement, hein, pour payer les charges. En fait, pour entrer, si tu veux, dans le moule classique, tu crées une société, tu payes tes charges, tu payes ton IS, etc. Ça va être ça un peu l'idée, à terme en tout cas. Donc, celui qui commence au jour d'aujourd'hui, il peut toujours commencer, hein, comme on peut l'entendre souvent dans les formateurs. Bon, ça là-dessus, je suis assez d'accord. Le meilleur moment pour acheter de l'immobilier, de toute façon, il faut être clair, c'est aujourd'hui. Voilà, donc le but, c'est de démarrer. Toujours, bien entendu, en achetant en dessous du prix du marché, pour telle sorte qu'en gros, si vous deviez voilà, vous retrouver dans la merde et revendre au 6 mois, ça vous coûte pas d'argent. C'est le critère, c'est ce critère-là qui est déterminant, et tout en respectant après votre critère, bien entendu, de rentabilité. Moi, je sais que perso, en saisonnier, voilà, en dessous de 10% net d'impôt, ça m'intéresse pas. Ça, voilà, je prends pas, sauf cas très très particulier, style ma femme, voilà, on est pris un petit peu en dessous, on était à 8%, mais le but du jeu, c'était d'en acheter le plus vite possible. Voilà, bon, le plus vite possible pour, comment dirais-je, pour qu'elle puisse quitter son job le plus rapidement possible. Voilà. Euh, donc en dessous, sachant qu'on entend beaucoup du 10% net et tout, mais moi sincèrement, je suis en saisonnier, en courte durée. Là, je regardais mon bilan, pas le bilan 2017, hein, je ne l'ai pas encore fait malheureusement. Je vais pas tarder à m'y attaquer. Mais en 2016, moi, je regardais mes apparts. En gros, j'étais à 13, sur le petit studio, j'étais à 13%. Voilà. J'étais à 13%. Et voilà, 13% de net d'impôt. Il faut tout payer, hein, au PQ, au café près, hein, bien entendu. Parce que moi, je suis comme ça, voilà, je vais vraiment au détail, hein. C'est au PQ, à la petite réparation qu'il y a eu dans les apparts. Voilà. À 13%, mine de rien, c'est pas si ouf que ça, quoi. Alors, quand j'entends des fois des gens dire ouais, je fais du classique, j'ai des 10% net d'impôt, moi, j'aimerais bien avoir le détail. Bon, je dis pas que c'est impossible, mais j'aimerais quand même avoir le détail. Donc, tout ça pour dire qu'au final, on va arriver vers des sociétés. Et donc, le mec qui démarre, il peut toujours démarrer. Sauf qu'en fait, c'est comme si maintenant, enfin, moi, je ressens, c'est comme s'il y avait un chronomètre qui s'enclenchait. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il va devoir passer à un régime qui n'est pas forcément ce qui est le plus optimal. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'aller le plus vite possible, d'aller vraiment le plus vite possible, d'en acheter, certes, toujours en contrôlant comment dirais-je, la demande locative. Moi, je vois sur Dijon, par exemple, au jour d'aujourd'hui, pour la même période de l'année, je ne vais pas dire, ouais, si entre guillemets, hein, je mets les guillemets comme, je galère à louer au jour d'aujourd'hui. Par rapport à quand j'ai démarré il y a 2 ans. Moi, il y a 2 ans, voilà, j'attaquais début janvier, j'avais déjà 2 tiers de rempli. Après, oui, il y a 2 ans, j'avais pas non plus, j'avais pas 10 apparts à gérer, j'en avais que, voilà, j'en avais que 3, quoi. Donc, il y a peut-être aussi un petit effet à ce niveau-là. Mais quand même, je vois que c'est quand même plus compliqué, parce qu'avant, pareil, donc j'étais à 2 tiers, c'était des nuits minimum 3 jours, maintenant je suis à la nuit, j'ai attaqué le début du mois, j'étais à peine à 1 tiers de remplissage. Donc, voilà, je me dis, il se passe quelque chose, quoi. On n'est plus dans l'euphorie flambante du marché qui monte non-stop. Là, j'ai l'impression, voilà, on arrive plutôt, comme disait Eric, par rapport au marché, avec le marketing et tout, on arrive plutôt à la tendance où ça va se passer, se stagner. Et donc, après, derrière, ce qui va se passer, c'est régresser, hein. Bon, j'avais appris ce qu'Eric a dit, pareil, moi, j'avais appris lors de mes cours de management. Ouais, c'est le cycle de vie, quoi. Donc, ce qui fait que les nouveaux entrants, il faut ils peuvent acheter, qu'ils fassent vite et surtout qu'ils remboursent le plus vite possible. Parce qu'une fois que vous avez remboursé le plus vite possible, c'est pareil, hein, le crédit reste la plus grosse des charges, hein, de toute façon, que vous décaisserez, hein, dans votre investissement. Il faut vraiment rembourser le plus vite possible. Non seulement ça va vous alléger financièrement, parce que ce qui est remboursé, le crédit que vous avez en moins. Imaginons, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près 3000 balles de crédit par mois. Bah, demain, si tout était payé, bah ouais, c'est 3000. Je pourrais dire, c'est 3000 balles que je lâcherai pas en crédit et qui me permettrait, voilà, de vivre ou voilà, de faire autre chose, aller en vacances. Voilà, c'est ça le truc, quoi. Euh, Rembourser. Et après, en plus de ça, une fois que plus vite vous remboursez, plus vite vous pouvez engager une deuxième stratégie d'optimisation, justement en passant en société. Donc, bon, je ne vais pas détailler. En gros, vous avez moyen, en gros, si vous voulez toucher, quand vous avez remboursé une bonne partie, au moins la moitié de votre bien, en passant en société, de pouvoir aller puiser justement dans les revenus de votre société en franchise d'impôt. Donc vraiment, en gros, en fait, c'est comme si vous alliez créer un cochon, une carrière sur pattes en quelque sorte, euh, dans lequel vous pouvez puiser dedans. Voilà. Et en plus de ça,
prévoir votre transmission. Enfin, il y a vraiment une stratégie fiscale à ce niveau-là qui est très sympa. Et donc aujourd'hui, maintenant parlons des gars qui sont comme moi, qui sont Bah, déjà propriétaires, ouais, qui les ont gars comme toi, acheté, les gars comme toi, David, c'est de continuer et comme je disais, essayer de rembourser le plus vite possible. En fait, pour pouvoir passer justement, en fait, si tu veux, le fait de rembourser, atténuer le risque. Ce qui fait que si un jour, finalement, tu trouves, tu estimes qu'en location courte durée, tu vas plus, tu dis ouais, c'est bon, je gagne, mais franchement, par rapport au temps passé, etc. Parce qu'il faut pas croire à la location courte durée. Bon, David, tu me diras pas le contraire. C'est de l'investissement personnel. Hein. On n'est pas dans la location classique, mode cool and the game, même si voilà, on essaye de penser notre système logistique pour qu'au final, on ait une logistique de location classique. Ça reste quand même, voilà, il y a quand même du temps personnel un petit peu voilà, quand on commence à avoir un parc de comme tu as, je crois, 6 ou 7 appartements, moins une dizaine, qu'on le veuille ou non, hein, il y a toujours, voilà, tu me disais encore il y a quelques jours, ouais, je fais une petite réparation dans un appart, une petite modif, une petite amélioration, ouais, toujours quelque chose à faire. Et donc pour toi, David, en gros, si tu veux, c'est continuer, hein, tout simplement, et en essayant voilà, de faire en sorte de mettre un pécule de côté pour rembourser par anticipation le plus vite possible pour pouvoir passer, comme je disais, à la stratégie, enfin, à l'étape 2, au final, c'est pas la stratégie, c'est au final, moi j'ai une stratégie, et ce que je disais tout à l'heure, passer en société, c'est en quelque sorte la deuxième étape de la stratégie, quoi. C'est recréer, une fois que tu as bien, comme je t'avais un peu expliqué, c'est comme si, en fait, à la base, tu achètes, tu as un premier jardin, voilà, tu as un beau jardin, il est beau, il est fleuri, et puis un jour, il est pourri. Le but du jeu, après, c'est quand ton jardin est pourri, tu fais quoi? La mauvaise herbe, tu la coupes, hop, après, tu passes un coup sous la flotte, en quelque sorte, tu leur crées une deuxième santé, tu vas la replanter dans un autre pot. Et le deuxième pot, c'est le passage en société, tout simplement. Ok, d'accord. Super, écoute, je te remercie. Je vais repasser la parole à Eric pendant 2-3 minutes. Et si l'un d'entre vous a des questions, pendant 10 minutes, vous pourrez poser des questions. Donc, Eric, je pense que tu en étais en fait, un petit peu au côté pervers de la location, pas la location saisonnière en soi, mais de tout ce qui est, de tout le business qui a été créé autour. Par rapport aux formations, par rapport au marketing, qui incite les gens en fait à investir dans la location saisonnière avec des infos qui leur manquent, quoi. Oui. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon, oui, c'est exactement ça. Là. Bon, la location saisonnière, c'est un marché. Il n'y a rien à lui reprocher. Euh, là où un jour ou l'autre, il y aura des reproches et peut-être des mises en cause, hein, parce qu'on le voit maintenant qu'au niveau des formateurs, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de disclaimer, c'est-à-dire attention, moi je l'ai fait, mais je vous préviens, c'est pas sûr que pour vous ça marche. Bah, la vraie difficulté, c'est quoi? C'est que avec Internet, tout va beaucoup plus vite aujourd'hui, la diffusion de l'information. Qu'encore une fois, ça enrichit tout un tas de gens qui s'autoproclament gourous, experts, leaders, etc. Sauf que quand on parle d'immobilier, on parle de dizaines, de centaines de milliers d'euros. Et quand on plante quelqu'un, il va être planté pendant des années, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur sa vie professionnelle ou sur sa vie personnelle. Et là, Rémi a eu l'humilité de nous le dire. Hein, Si je peux rebondir un petit peu c'est remarquable ce qu'a dit Rémi, parce que jamais je ne l'ai entendu ailleurs. Jamais, jamais, jamais. Eric, moi je vais être honnête avec toi. Hein. Quand je dis que j'ai fait finir SDF, sans déconner, ouais, c'est pas des conneries, quoi. Parce que ça a fait me mettre à terre, quoi. Tu payes pas tes mensualités. Moi, j'ai 3000 balles de crédit par mois. Voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de taf, toi. Je vis mes locations. Voilà. Toi, quand tu peux plus rembourser la banque, c'est pas, c'est pas l'URSSAF, c'est pas le Pôle emploi, c'est pas la CAF, ouais, on va vous laisser un délai. Le mec, il tombe dessus, c'est terminé, c'est fini, ouais. quoi. C'est hop, et puis tu veux pas payer, déclencher les procédures et tout, t'es mort, quoi. Après, une fois, en plus de ça, non seulement t'as plus rien, t'es obligé de revendre à l'arrache, bas prix, fracasser les prix pour rembourser un minimum, et il te reste des dettes à payer. Il te reste des dettes à payer, et au final, tu n'as plus de job. Tu vas retrouver un job à l'arrache, c'est n'importe quoi. Le job, tu veux un job, tu vas à McDonald's, tu es payé au SMIC et encore même pas un temps complet. Et moi, j'ai calculé, hein, sans déconner, hein. J'ai calculé que
Si j'avais dit tout, voilà, ça m'avait mis à terre. Moi, j'avais calculé 30 ans il me fallait pour finir, pour rembourser. En gros, j'aurais fini l'âge de la retraite, hop, c'est bon, t'as payé tête, tu peux commencer peut-être à recommencer. Autant te dire que j'aurais pris un gun, je me serais pris une balle, hein, sans déconner, hein, c'est pas possible, quoi. Oui. Tu peux pas te permettre Et, de te planter là-dessus, quoi. et Prends, prends. est-ce que se rendent pas compte, si tu veux, les personnes aujourd'hui, et toi tu as fait de la comptabilité, donc tu le sais bien, Bah, c'est je que pose des déjà, chiffres. oui, déjà les administrations sont autonomes. Donc celui qui est le moins vigoureux dans tout ça, c'est le banquier, parce qu'avant d'aller au tribunal et vendre aux enchères, il faut à peu près 2 ans. Mais les impôts sont un peu plus rapides, hein, quand il s'agit de rattraper les gens, et l'URSSAF, n'en parlons pas, parce que l'URSSAF, eux, ils vous mettent à poil immédiatement. Donc le problème qui risque d'y avoir dans les années qui viennent, c'est aussi l'interprétation que feront ces différentes administrations. Parce que c'est pas parce que d'un point de vue fiscal, on va interpréter le business d'une certaine façon que l'URSSAF, qui a besoin d'argent, va pas l'interpréter de manière tout à fait différente et ne va pas, comment dirais-je, transformer une personne qui fait ça à titre accessoire en une activité professionnelle principale. Et c'est là le principal risque. Pour tous ceux qui... Moi, je vois aujourd'hui des gens qui, sur Internet, qui ont beaucoup d'appartements, etc. Mais il y a un moment donné, ça va être retraité comme des professionnels. Alors, Faut pas rêver, quoi. Faut pas rêver. Je rebondis rapidement, Eric, là-dessus au jour d'aujourd'hui. En gros, moi, voilà, je fais des explications fiscales, sociales, etc., je distingue deux choses. La première, en fait, j'aime bien comparer ça à des sphères, à une espèce de petites sphères. En fait, tu as deux sphères principales. Tu as la sphère fiscale, c'est-à-dire que le fisc, au niveau des impôts, Paris-Bercy, hein, impôts.gouv.fr, si tu veux, ils vont traiter l'allocation de courte durée d'une certaine façon. Et d'un autre côté, tu vas avoir la sphère sociale, hein, c'est vraiment social. Donc là, en l'occurrence, maintenant l'URSSAF, hein, parce que le RSI a été supprimé là depuis le début du 1er janvier 2018, qui vont, eux, avoir leur interprétation. Et au jour d'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2017, euh, l'allocation courte durée, d'un point de vue social, c'est assimilé à une activité quelque sorte professionnelle, parce qu'on paye des charges, on va payer des charges sociales du RSI. D'ailleurs, David, il faudra que je fasse la vidéo, hein, comme j'avais dit, la petite vidéo, le petit truc, le petit speech sur le club des bailleurs. Et voilà, donc si tu veux, on va payer déjà des charges sociales. Donc au final, moi, au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue avec le recul comptable et fiscal et social même, on est quasiment déjà dans un régime professionnel, quoi. Parce que moi, ce qui était fumé à la base au niveau de l'immobilier, c'est qu'en gros, tu dégageais un cash flow de psychopathe avec la location courte durée, sans payer de charges sociales. Et les charges sociales, c'est un élément qui plombe. Mais là, moi, je suis sûr que la moitié des gens qui font ça au jour d'aujourd'hui, quand ils vont mettre leurs charges sociales en face, euh, ils vont pleurer. Leur rentabilité nette d'impôt va être divisée par deux, c'est sûr. Et c'est là, après, il faut maîtriser sa fiscalité pour en racheter, en fait, pour justement savoir quand en racheter au moins un, voire peut-être deux, en fonction du nombre du montant de chiffre d'affaires qui est généré, pour justement abaisser cette imposition. C'est en quelque sorte une imposition, parce que sinon, on va se faire allumer, quoi. Oui. Les charges RSI, c'est en gros 45% C'est de là où net c'est fiscal, quoi. extrêmement, Ah ouais, mais c'est là où c'est énorme. extrêmement dangereux s'il C'est y a un retournement de marché ou une c'est- requalification, hein, bah, en tout cas, pour parce que l'allocation courte durée. Mais attention, on parle, c'est que l'allocation courte durée. C'est-à-dire que si tu fais du perso, enfin, si tu fais de l'allocation meublée classique, il n'y a pas de RSI, tu restes dans le LM, enfin vraiment d'un point de vue social, dans le LMNP classique, il n'y a pas de charge sociale, quoi. Donc d'ailleurs, même celui qui a des biens en courte durée et des biens en classique, non mais comptablement, et là à mon avis au niveau c'est des comptables, c'est là que c'est le bordel, c'est que faut bien distinguer les locations courte durée des locations classiques pour pas que l'URSSAF justement intègre tous les apparts dans le délire, tu vois, parce que sinon. oui. Non, mais après, si tu veux, ce qui est important de souligner ensuite, moi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à un investisseur qui me questionnait par rapport à ça, c'est que nous ne sommes pas représentés. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'on est on est dans du B2C et pas dans du B2B. On a annoncé que les gens qui vendent du neuf vont voir leur rémunération baisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, tous les syndicats professionnels sont en train de téléphoner à Bercy, en train de dire vous n'êtes pas bien, vous allez mettre en péril l'emploi, les taxes, la TVA, etc. Ça, c'est exactement pareil pour le lobby des hôteliers. Quand ils sont fait attaquer par tous les Ils gens nous ont d'Airbnb, tués. Ils nous mais ont ce que je tués. veux simplement dire, c'est que ils ont eu face à eux
2 ou 3 interlocuteurs, et c'est tout l'intérêt d'avoir des syndicats. Le problème aujourd'hui, c'est que les investisseurs sont isolés, dispersés. Il n'y a personne qui les représente. Il faudrait un syndicat des gens qui font du Airbnb pour pouvoir aller plaider leur cause. Le jour où ils vont dire maintenant c'est le RSI pour tout le monde, qui va défendre les investisseurs? Personne. Parce que le lobby des hôteliers, il sera trop content. Il sera trop content. Parce qu'il n'arrête pas de dire, nous, on paye des taxes, on crée des emplois, on paye des charges sociales, et tous les mecs qui font du Airbnb, ils payent zéro. Donc ça ne va pas durer des années non plus. Hein, ça ne va pas Bah, durer des années non plus. Hein. en tout cas, ils payaient zéro jusqu'au 1er janvier 2017. Et de Ouais. toute façon, il faut être clair et net. Hein, la loi de finances de la sécurité sociale qui a été votée de 2017, donc qui a été votée voilà, entre octobre 2016 et décembre 2017, hein, 3 mois, c'était quand même très, enfin, ce qui est court, hein, faut être clair. Hein. Pourquoi c'est passé et qui finalement a fait basculer les locations courte durée dans le champ du RSI au final, ça vient d'où? Ça vient des hôteliers. Moi, quand je faisais le trajet à Paris en TGV de Dijon-Paris tous les jours, j'avais un hôtelier justement, j'avais un copain, enfin, je me suis fait un copain hôtelier en quelque sorte, et il disait, à un moment donné, je me souviens très bien, il a employé ces termes-là, il m'a dit, ah Rémi, bon, je t'aime bien, je préfère te prévenir, nous là, les hôteliers, on vous a ponctionné un truc là, vous allez prendre cher dans les mois à venir. Et 3 mois après, ah, je vois de finance, ah bah tiens, c'est bizarre. Oui. Donc Je ça suis bien m'étonne pas d'accord. que ça, c'est les Et, hôteliers. Moi, c'est le lobby hôtelier là-dessus, clairement, ils veulent notre mort. Hein. En tout cas, ceux qui font de la location courte durée. et si tu veux, Et, le, et le attends, vrai le problème que tu as évoqué, et qui est vraiment un risque aujourd'hui, c'est d'acheter au plus cher, de se retrouver dans une situation où je suis obligé de vendre à la casse, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire je fais une moins-value conséquente, d'accord? Et en plus de ça, je suis rattrapé par toutes les administrations qui me demandent pendant des années de solder des dettes que je n'avais pas provisionnées.